être très clair, Goldman Sachs n'est pas unique. Toutes les banques d'affaires conseillent les gouvernements. C'est un de leurs secteurs d'activité très rentable, à un moment où elles sont toutes soumises à une réduction de leurs revenus et une hausse de leurs coûts. Donc, en général, pour les banques d'investissement, il est très rentable de à la fois spéculer sur la dette, c'est le trading, qui est une de leurs grosses activités, le négoce, et à la fois de conseiller les gouvernements dans les privatisations parce que ça leur donne également énormément de nouveaux contrats par la suite, puisqu'ils ont au palmarès d'avoir fait les privatisations, disons, au Portugal. Ceci dit, Goldman Sachs est particulièrement bon en termes de dette publique, c'est une de leurs spécialités, ce n'est pas les seuls, Lazare est également très, très bon là-dessus. Et donc, dès que vous avez des liens avec le gouvernement, il est très clair que les liens politiques deviennent très importants, et d'où, dans le cas de Goldman, l'importance de ce réseau d'anciens de Goldman qui sont maintenant à la tête d'institutions et de gouvernements en Europe. D'abord, c'est l'une des grandes erreurs de mon livre, c'est la seule grosse erreur de mon livre, parce qu'à l'époque, on pensait, maintenant on sait que Goldman Sachs n'a pas aidé la Grèce à rejoindre l'euro, Goldman Sachs a aidé la Grèce à rester là. C'est une petite précision, mais elle est très importante. Il est très clair que cet accord manque totalement d'éthique. Il n'est pas illégal. Les Grecs l'ont signé, rien ne les obligeait de le signer. Mais il est clair que les Grecs étaient incapables, en raison, petit pays, corruption, une administration publique qui n'est pas à la hauteur de la tâche, et de la complexité du produit financier. Les Grecs n'ont pas compris ce qu'ils avaient acheté à Goldman Sachs. Ils n'ont pas compris que cette transaction allait rapporter à Goldman Sachs 600 millions d'euros. C'est énorme. Et surtout que ça allait les endetter pour des années et des années. Alors, si vous allez dans un magasin et vous achetez quelque chose qui est toxique, est-ce que vous pouvez le ramener dans le magasin en disant « je veux être remboursé » ou bien « je ne paierai pas le produit » Ça dépend de vos relations et ce que le commerçant peut faire. Mais comment voulez-vous qu'un pays appauvri comme la Grèce ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de Goldman Sachs? C'est impensable. What is clear is that Portugal, like Spain, have never been great markets for Goldman Sachs. They were much more interested in Italy, in Germany, in Eastern Europe, and in Britain than they were in Portugal and Spain. But I'm not surprised. Why? Because in small countries like Portugal or in Greece, and to a certain extent to Italy, you don't have that many civil servants who are brilliant. Very often in smaller countries, the brilliant people go in the private sector. And the few who are brilliant are taken by the banks. So Borges, or the other gentlemen, obviously were of interest of Goldman Sachs. I suppose not because of Portugal, but because it opened Brazil to them. They were used, I suppose, when they worked at Goldman to go in Brazil. This being said, it is creating a problem of conflict of interest potential. In the case of Borges, when privatization will be decided, what he will privatize and to whom it will be given, the bank who will have to privatize. And there it will be interesting if he chooses Goldman Sachs or not. It would be very foolish of him.
to choose Goldman Sachs because it will create a conflict of interest. But this being said, on the question of the Portuguese debt, for Goldman Sachs, like for any other bank, the Portuguese debt is a debt among others. It's a financial product, which they then resell and do, like they did with subprime. They put all the debt together and then cut it, and resell it, etc. It's that. It's nothing interest of them. It's not that big for them. But what you have to understand, Goldman Sachs, like JP Morgan, like Bank of America, are global organizations. So what they do in Portugal is just part of their whole activities, but it's good for their balance sheet, it's good for their palmarès. But I think it is an ethical problem to have the head of privatization in Portugal being a former Goldman Sachs partner, because it's one of the big area of expertise. We have absolutely no proof that, because it's impossible to prove, that banks speculate on the failure of states. Their economists might issue a statement, and I suppose it might reflect what the traders do, but what you have to understand, the problem of studying banks is that the area which is the most interesting is the trading, among others the debt, but also commodities, interest rate, and all that. And that area is completely secret. So when you approach Goldman Sachs, they will tell you about their merger and acquisition, they will tell you about their brilliant economists, and they are the most brilliant of the place. They will tell you about their philanthropy. They never tell you about the, what they do in trading. So I would only guess that they, like the others, speculate on both ways. They advise government how to restructure the debt, and at the same time behind, they speculate against the debt. But we have absolutely no proof. Mm-hmm. Il est quand même étrange que Goldman Sachs, mais pas que, JP Morgan et Morgan Stanley et Deutsche Bank et Bank of America soient sortis plus fortes de la crise. C'est extraordinaire, alors que la crise a laminé des pans entiers de l'économie, a ruiné des tas de citoyens, notamment de milieux modestes, mais surtout la classe moyenne. Ces banques-là sont sorties plus fortes que jamais, un bilan plus consolidé que jamais, des activités plus diverses que jamais, et des bonus qui sont en gros les mêmes qu'avant la crise. Et que si Goldman Sachs a non seulement gagné aux États-Unis, mais après en Europe. Parce que ces profits ont un peu souffert en 2009, mais maintenant sont à un niveau très acceptable pour les actionnaires. Donc c'est du gagnant-gagnant. Comment font-ils? C'est très simple. Les gouvernements sont faibles, les régulateurs n'ont pas les moyens financiers ou en hommes, femmes, pour réaliser leur mission. Le lobby bancaire est omnipotent par rapport au contre-pouvoir, il n'y en a pas. La presse va mal, les NGOs, les ONG n'ont pas les moyens, et en général, le mouvement associatif non plus. Donc c'est gagnant-gagnant sur toute la ligne. Et en plus de cela, les banques sont proches des gouvernements de gauche et de droite. Donc, après toute cette crise, après que le citoyen ait dû aider les banques pour qu'elles soient sauvées, après que le citoyen souffre d'une politique d'austérité, les banques se portent à merveille. C'est gagnant-gagnant. Il est très clair que un capitalisme financier et bancaire régulé et citoyen est vital pour le monde économique. On n'a pas trouvé de meilleur système jusqu'à présent. C'est un peu comme la démocratie imparfaite, mais c'est la seule qui existe.
Simplement, aujourd'hui, ce capitalisme financier n'est ni régulé ni citoyen. Donc il faut le réguler et le rendre citoyen. Le problème, c'est que la régulation, il y en a partout, mais qu'elle n'est pas appliquée. La meilleure tentative, à mon avis, de régulation, c'est bien sûr à l'échelon international. Parce qu'à l'échelon national, les gouvernements sont trop faibles pour l'appliquer. Or, il y a une multiplication des législations internationales. Le problème, c'est que personne ne l'applique. C'est que les banques sont à nouveau trop fortes et émasculent ces tentatives de régulation. Mais restons optimistes. Il y a au Royaume-Uni une proposition qui est celle de la commission Vickers, qui est peut-être la voie qui pourrait permettre plus d'éthique et moins de risques systémiques dans le système bancaire, qui consiste à isoler les activités de détail pour protéger le consommateur, pour forcer les banques à prêter aux petites et moyennes entreprises, et d'un autre côté, d'isoler les activités spéculatives, que si une banque fait faillite à cause de la spéculation, ça n'a aucune conséquence sur la banque de détail. Et ce qui veut dire aussi que le financement des activités spéculatives coûte plus cher, puisqu'ils ne peuvent plus financer par la banque de détail les activités spéculatives. Simplement, cette loi Vickers, qui intéresse de très près François Hollande, par exemple, comme la loi sur les comme la proposition de loi sur les transactions financières, sort un lobby bancaire qui est omnipotent et fera tout pour la torpiller. Déjà, la loi Vickers a été remise à 2019, parce que les banques ont dit il nous faut du temps pour, et ça coûte beaucoup d'argent pour nous adapter à la loi Vickers. Tout le monde a dit, eh bien, voilà, on vous donne, alors qu'il n'y a aucune raison d'attendre 2019. Nous sommes en 2012. Pourquoi attendre 7 ans? Et c'est cela le problème. C'est que toutes les tentatives de régulation se heurtent à ce lobby bancaire.